Voilà plus de 30 ans que Saïd Baboua vit dans la Cañada Real, le plus grand bidonville d'Europe occidentale aux portes de Madrid. Et depuis déjà 3 hivers, une grande partie des habitations sont privées d'électricité et de chauffage. Regardez comment on vit. On est obligé de couper du bois en pleine nuit, dans le froid et sous la pluie. Les jours du bidonville sont comptés. La capitale espagnole s'étend et de nouveaux quartiers poussent à ses abords. Saïd et ses voisins doivent partir, mais ils n'ont nulle part où aller. Saïd Baboua est originaire du Maroc. Comme beaucoup de migrants, il a rejoint l'Espagne parce que le travail manque dans son pays. Peu après l'an 2000, il a acheté une maison dans la Cañada Real. Mais depuis quelques années, la famille est contrainte de se chauffer avec des chutes de bois qu'elle ramasse dans les environs. Or ici, au sud-est de Madrid, il n'est pas rare que la température soit négative à cette période de l'année. Si ça ne suffit pas, j'y retourne. Tous les soirs, Fatima allume le poêle et il lui faut beaucoup de bois. L'aggloméré brûle vite. Le couple vit avec son fils Adil, 4 ans, dans cette maison aménagée tant bien que mal par le chef de famille, où il fait un froid glacial lorsque le feu finit par s'éteindre dans la nuit. Le garçonnet est déjà tombé malade 4 fois cet hiver. Il est tout le temps malade. Il a souvent la grippe. Là, le poêle marche, alors il ne fait pas trop froid à l'intérieur. Lorsque Fatima est arrivée du Maroc, elle rêvait d'une vie meilleure pour elle-même et ses futurs enfants. Là-bas, je vivais dans la pauvreté, mais je n'ai jamais eu à supporter ce que mon fils doit supporter. Vivre sans électricité, c'est aussi vivre sans lumière, sans eau chaude, sans réfrigérateur, sans possibilité de recharger son portable. Bref, tout ce qu'un foyer européen prend pour acquis aujourd'hui. Fatima et Saïd ont installé des cellules photovoltaïques qui leur permettent d'allumer une ampoule la nuit tombée. La lumière vient d'une batterie qui est alimentée par des panneaux solaires. Je les ai installés moi-même. Dans la Cañada Real, il n'y a jamais eu de contrat avec un fournisseur d'électricité. Pendant des décennies, les habitants se sont branchés sur le réseau public, jusqu'à ce qu'en 2020, le courant soit coupé. Selon l'explication officielle, ce seraient les cultures illégales de cannabis au sein du bidonville qui, avec leurs lampes à UV, seraient à l'origine de la surchauffe. Mais des milliers de familles se retrouvent aujourd'hui privées des équipements les plus élémentaires. Tu viens manger, Adil? Tu ne veux pas de ton œuf? Avant, on vivait confortablement. Mais depuis qu'ils ont coupé le courant, c'est la catastrophe. Et pas seulement pour moi, pour tout le monde ici. Il faut acheter des générateurs, aller chercher du bois. Vivre sans courant, c'est beaucoup plus de travail. Pour les organisations non gouvernementales et les habitants, cela va à l'encontre des traités internationaux, et notamment de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule que tout mineur doit pouvoir vivre dans des conditions décentes. Le petit a des envies, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui? Il veut aller au musée. Il est petit, mais il sait déjà beaucoup de choses. Papa! Les enfants sont bien plus instruits qu'avant. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Je veux aller au musée, au cinéma. Vous voyez? Allez au lit. C'est l'heure d'éteindre la lumière. Oui. Allez, dors. Ferme les yeux.
Près de 4000 personnes vivent aujourd'hui sans électricité et sans eau chaude à la Cañada, dont plus de 1000 enfants. Une situation qui, d'hiver en hiver, devient plus difficile. À seulement 13 km de là, à vol d'oiseau, palpite le cœur de Madrid. Le contraste ne pourrait pas être plus criant. La capitale espagnole compte parmi les plus riches d'Europe. Plus des 3/4 des grandes entreprises nationales y ont leur siège. Le lendemain matin, 6h30. Fatima a fait chauffer de l'eau pour donner un bain à Adil. Elle le lave devant le poêle, il fait trop froid dans la salle de bain. Tu as froid? Oui. Alors il faut vite s'habiller. On se dépêche car il n'est pas question de manquer le bus de ramassage scolaire. Adil et son père devront marcher une demi-heure jusqu'à l'arrêt. Ne les enlève pas dans le bus. Attends d'être en classe. Oui. Sinon, tu vas avoir les mains gelées. Fais un bisou à maman et on y va. Allez, c'est parti. Il y a 5 ans, les pouvoirs régionaux ont commencé à déloger les habitants du bidonville. 145 familles sont déjà parties. Et rien que dans ce qu'on appelle le secteur 6, près de 160 devraient bientôt les imiter. Sur ces terrains, de nouveaux immeubles d'appartements et des espaces verts verront prochainement le jour. Les bulldozers déversent déjà des montagnes de sable aux abords des habitations. Quand il pleut, c'est dangereux. Le sable et les pierres glissent et tous ces gravats recouvrent le chemin. Résultat, on ne peut plus passer, même à pied. Père et fils arrivent à l'heure. Cet après-midi, Saïd reviendra chercher Adil à l'arrêt de bus. Construite le long d'un ancien chemin de transhumance, la Cañada Real Galiana, de son nom complet, compte aujourd'hui des milliers d'habitants et se divise en 6 secteurs. Pour l'instant, c'est le 6e, le plus gros, qui est ciblé par les promoteurs. C'est précisément dans ce quartier que vit Saïd. Le bidonville, tel qu'il se présente aujourd'hui, est le fruit de plusieurs décennies de construction. Dans les années 60, sous Franco, les migrants ont eu la possibilité de bâtir leur maison et d'aménager leur jardin ici. Le terrain, lui, demeurait la propriété de l'État. Jusqu'à récemment, cela ne dérangeait personne. Mais aujourd'hui, Madrid a besoin de sol pour construire. Saïd nous montre un document officiel prouvant qu'il est propriétaire de la maison et des avis de paiement de la taxe foncière qu'il a payée pendant des années. Regardez, j'ai tous les papiers qui prouvent que j'ai payé ces taxes. Si je vis illégalement ici, pourquoi est-ce qu'on me fait payer un impôt? C'est du vol. L'État nous a arnaqués, moi et tous les habitants de la Cañada. Saïd s'est vu proposer un petit appartement en location, mais aucune contrepartie financière pour sa maison. Et il fallait signer sans visiter les lieux. Il a refusé. D'accord, le terrain leur appartient, mais la maison est à moi. J'ai mis beaucoup d'efforts et d'argent dedans. Toutes mes économies y sont passées. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Ni maison, ni argent. Alors on doit se mettre autour d'une table et trouver un accord. Depuis cette première offre, Saïd n'a pas été recontacté par l'administration. Seules 16 familles vivent encore dans cette partie déjà largement désertée du secteur 6. Et la ville a recours à des méthodes discutables pour les déloger. J'habite encore ici. Et voilà ce qu'ils font. Ils entassent la terre de manière à ce qu'elle appuie sur le mur quand il pleut. Alors les pompiers et la police viennent voir, ils rédigent un rapport et vous vous faites expulser. Sans rien. Vous vous retrouvez à la rue. Mais ils vous chassent sous prétexte que c'est trop dangereux de vivre avec ce tas de boue à côté de chez vous. Il y a environ 2 mois, une voie de raccordement a même été bouchée à l'aide de blocs de ciment et de pierre. Depuis, les habitants du quartier doivent faire un détour de 17 km pour se rendre au nord du secteur.
Ils ont fait ça pour nous bloquer la route. On est coupé du monde. On ne peut plus aller nulle part. Ici, les monticules de terre peuvent atteindre 4 mètres de haut. Et l'objectif, rendre la vie des résidents de plus en plus difficile, est atteint. Regardez, la maison du voisin se retrouve presque enterrée. Et il y a encore des gens qui habitent dedans. C'est très dangereux. Sous l'effet de la pluie, la terre se transforme en boue et risque d'écraser le bâtiment. Ils ne s'arrêteront que quand il y aura une tragédie. Saïd se rend chez son voisin Juan Vilches, qui vit à quelques centaines de mètres de chez lui. Les deux hommes sont amis depuis leur arrivée dans le quartier. Bonjour, Juan. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? On fait aller. Je voulais passer te dire bonjour. C'est gentil. Juan, 85 ans, était là lorsque les bulldozers sont venus démolir la maison d'un jeune Marocain, juste en face de chez lui. Au sol, les décombres témoignent encore de ce qui s'est passé ici. Saïd connaissait lui aussi ce voisin qui, à l'en croire, n'avait pas été prévenu. Il est allé voir sa famille au Maroc pour les fêtes de l'Aïd. Et quand il est rentré, sa maison avait été rasée, sans préavis, rien. 3 maisons devaient être détruites. Juan Vilches a tenté d'arrêter le bulldozer et d'alerter le propriétaire. Mais l'échange avec l'ouvrier s'est vite tendu. Il était très menaçant. Il a dit « C'est moi qui décide. Je suis envoyé par la ville pour détruire cette maison. Alors je la détruis. » J'ai répondu « Mais il faut prévenir. » Aujourd'hui, Juan craint d'être le prochain sur la liste et n'ose plus s'éloigner de sa maison. Lui non plus n'est pas convaincu par l'offre qui lui a été faite. J'ai très peur. J'ai mis tout mon argent dans cette maison et maintenant ils veulent la démolir. Il faudra qu'ils me passent sur le corps. Ils auraient dû nous le dire tout de suite qu'on ne pouvait pas construire ici. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer l'argent que j'ai investi. Mais je m'en irai. Ils pourront reprendre leur terrain, c'est ça la solution. La proposition de relogement des pouvoirs publics ne lui paraît pas équitable. D'autant plus qu'il n'a pas la garantie de pouvoir rester dans les environs. Ils m'ont proposé un appartement. Mais il se trouve à 80 km de Madrid. Et c'est une location. Parmi les décombres, on peut encore trouver des effets personnels des anciens occupants. On ne peut pas faire ça. C'est un être humain qui habitait ici, pas un chien. Regarde ça. Quelle tristesse. Ay Dios, ay Dios. Coupure d'électricité, amas de sable recouvrant pratiquement les habitations, démolition sans préavis. Pour Saïd et ses voisins, cela ressemble fort à du harcèlement. Une façon de les pousser dehors. Markel Gorbea Pérez est l'interlocuteur principal des habitants du bidonville. Commissaire de la communauté autonome de Madrid, il est responsable de la mise en œuvre du pacte régional pour la Cañada Real Galiana. Signé en 2017, cet accord définit les conditions de l'évacuation, pour laquelle la région a prévu un budget de 52 millions d'euros. Dans le secteur 6, où Saïd et Juan habitent, les camions viennent déverser quotidiennement du sable aux abords des habitations. Markel Gorbea nous explique en quoi consistent les travaux. Il s'agit d'une route publique qui appartient à tous les Madrilènes et on doit la récupérer. C'est ce que prévoit le pacte régional pour la Cañada. L'idée est d'évacuer ces terrains et de proposer des solutions aux familles pour leur offrir de meilleures conditions de vie. Le pacte régional stipule également que le déplacement des habitants doit se faire dans le respect de la dignité humaine, sans manœuvre d'intimidation donc. Markel Gorbea réfute les allégations des habitants. Le sable déversé aux abords des habitations, il ne voit pas où est le problème.
On leur laisse suffisamment d'espace. Il y a eu plusieurs inspections et les experts n'ont rien remarqué d'anormal. Quand il y avait quelque chose à rectifier, ça a été fait. Toutes les normes de sécurité ont été respectées. Quant aux habitations démolies sans préavis, à l'entendre, c'est tout bonnement faux. Ce n'est pas vrai qu'ils ne sont pas prévenus et qu'on rase leur maison dès qu'ils s'absentent une semaine. Il y a des étapes administratives à respecter. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Les pouvoirs publics sont tenus de respecter la loi. Pour le voisin de Saïd et Juan, en tout cas, cela ne semble pas avoir été le cas. Un document officiel qui a fuité nous apprend que la démolition a eu lieu sans le feu vert des autorités compétentes et leur a même été dissimulée. L'équipe de Markel Gorbea n'a pas souhaité commenter ce point. À proximité d'un chantier dans le secteur 6, le fonctionnaire croise une habitante délogée qui revient chercher quelques affaires. Ma nièce veut récupérer les portes des chambres et une penderie. Ensuite, on peut démolir le reste? Son ancienne demeure va être rasée. Et même si elle est parvenue à se reloger, elle a du mal à l'accepter. Oui, ils sont tristes de voir leur maison démolie. Ça fait près de 30 ans, depuis 1994, qu'ils vivent ici, sur un sol qui ne leur appartient pas. Ils en ont déjà bien profité. En décembre, plusieurs habitants du bidonville ont déposé une plainte pour harcèlement à l'encontre de Markel Gorbea et du promoteur Ama Exco. Le chargé de mission affirme qu'il a appris la nouvelle par les médias. Il attend de recevoir une convocation officielle pour s'en expliquer. Manuel Lyon, un des cadres dirigeants du conglomérat, est sur place aujourd'hui. Et il montre une empathie assez limitée. Il y en a qui se plaignent. Mais nous, on paye des impôts, on s'acquitte de nos obligations et on fait vivre ces gens. Alors ça nous concerne aussi. Sur ce chantier, il y a des ouvriers qui gagnent moins que certaines de ces personnes qui ne travaillent pas. Ils se plaignent parce qu'ils ont envie de se plaindre. Sans ça, ils ne seraient pas heureux. Malgré tout, beaucoup d'habitants sont satisfaits de la solution qui leur a été proposée. C'est le cas de Willy Pardo Jiménez, qui occupait avec sa famille élargie le terrain sur lequel les bulldozers s'activent en ce moment. Ils nous ont dit qu'on avait 15 à 20 jours pour déménager. En contrepartie, ils nous ont proposé un appartement, qui est beaucoup plus confortable que notre ancienne maison. Ici, on n'avait ni eau ni électricité. À l'endroit où se dressait autrefois sa modeste habitation, il n'y a plus que des gravats aujourd'hui. Cette maison était celle de mon beau-père. C'est ici que je me suis marié. Tout comme ma belle-sœur, ma sœur et aussi mon autre sœur. La famille a construit toutes ces maisons de ses propres mains. Willy repense avec nostalgie à son ancienne vie. Ça a tout changé. Avant, on vivait tous ensemble. Maintenant, la famille est éclatée. Il me manque. Malgré tout, Willy n'éprouve pas la même colère que ses anciens voisins. Pour lui, la solution proposée par la région est équitable. Les pouvoirs publics ont dit « On vous donne un nouveau toit et vous n'en voulez pas. Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Ce n'est pas de la faute du commissaire, mais des gens. Lui, il leur donne un nouveau chez eux, un logement plus confortable. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Quelques mètres plus loin, à 2 pas du chantier, Markel Gorbea croise un homme qui vit encore ici. Lui n'a pas droit à un logement social, car il ne remplit pas tous les critères définis par le pacte. Il aurait fallu, entre autres, qu'il ait été officiellement enregistré dans la Cañada avant 2011. J'ai expliqué à votre fils qu'il y a une série de conditions à respecter. Vous devez remplir les critères du pacte régional, notamment avoir été inscrit sur les registres avant le recensement de 2011. Antonio Pardo, 65 ans, ne comprend pas pourquoi cela est si important. J'ai passé toute ma vie à Madrid. J'ai toujours vécu ici, depuis le tout début. Mais pas officiellement. Vous ne pouvez pas prouver que vous étiez ici. Exactement, c'est le problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse?
Lorsque sa maison sera rasée, il se retrouvera à la rue. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Là-bas? Je ne sais pas où aller, moi. Markel Gorbea s'efforce de calmer le vieil homme, mais ne propose aucune solution. Mettez-vous un peu à notre place. On n'a nulle part où aller. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Non? Je suis entré chez vous, j'ai vu votre générateur. J'ai parlé avec votre épouse qui est malade. Mais vous ne remplissez pas les critères. Je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas. Essayez de trouver une solution. Le commissaire propose à Antonio de l'appeler si besoin, sans lui dire ce qu'il pourrait bien faire pour lui. L'avocat des habitants de la Cañada dénonce la pression exercée pour accélérer le rythme des départs. Selon lui, la région est de mèche avec les promoteurs qui ont déjà commencé à construire dans les zones voisines et veulent aménager des espaces verts sur les terrains du secteur 6. L'objectif ? Faire grimper la valeur de l'immobilier dans les nouveaux quartiers où un appartement familial coûte en moyenne 267 000 € et où les loyers commencent à 800 €. Les Babouas disposent d'un revenu mensuel d'environ 900 €. Depuis l'accident de travail qui l'a empêché de poursuivre son activité dans le bâtiment, Saïd touche une pension d'invalidité. Il faut gagner honnêtement son argent, sans nuire à personne, sans voler ou vendre de la drogue. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, il arrondit ses fins de mois en vendant la ferraille qu'il récupère aux abords de sa maison. Ça dépend de ce qu'on trouve. Les bons jours, ça peut aller jusqu'à 100 €. Parfois, c'est 50 ou 60. C'est très variable. Mais ça permet d'aller de l'avant. Une grosse partie de cet argent sert à alimenter le générateur, très sollicité en hiver lorsque les journées et donc l'ensoleillement sont plus courts. L'essence nous coûte cher. Il faut compter 10 € par jour. Ça fait 300 € par mois. Pendant ce temps, le lave-linge tourne. À cette heure de la journée, le soleil est bas dans le ciel et les panneaux solaires ne produisent plus beaucoup d'énergie. Alors Fatima arrête toujours le cycle avant la fin. Ça consomme trop d'énergie. Je ne peux pas la laisser tourner jusqu'au bout parce qu'il n'y a plus de soleil. Et les batteries ne se chargent plus. L'eau chaude est réservée aux blancs. Je chauffe l'eau ici, dans une casserole. Et ensuite, je l'amène jusqu'à la machine et je la verse à l'intérieur. Souvent, il est même impossible d'utiliser la machine. Parfois, quand il n'y a pas de soleil, je chauffe de l'eau et je lave le linge à la main. C'est très fréquent et ça demande beaucoup de travail. Quand il fait gris pendant une semaine, je dois faire l'équivalent de 3 ou 4 machines à la main à cause du petit. Ici, nombre de familles vivent ou survivent comme les Babouas. Et la communauté s'organise comme elle peut. Aura Morales et Lubna El Asmani se rendent au siège de l'association de voisins Barro, dans la Cañada Real. Toutes deux sont médiatrices dans le quartier. Elles s'efforcent de faciliter la communication entre les parties lorsqu'éclate une querelle. Et depuis que le courant a été coupé, leur travail est de plus en plus difficile. Depuis qu'on n'a plus d'électricité, la vie n'est plus la même dans le quartier. On est très demandé. On intervient quand les relations deviennent conflictuelles et on essaie au moins de rétablir le dialogue. Lubna vit elle-même dans le quartier et la plupart des résidents lui font confiance. Elle insiste sur ce point. Les familles qui habitent ici forment une communauté soudée. Quand je suis arrivée en 2005, c'était un quartier de Madrid. Et ça l'est encore. Les individus qui s'installent ici tissent des liens, les familles s'agrandissent. La plupart des résidents se sont toutefois retrouvés ici parce qu'ils n'avaient pas le choix. Personne ne se dit « je veux vivre à la Cañada avec ma famille ».
Non, on y est contraint par la situation. Tout le monde ici a vécu des choses difficiles. L'association est active depuis 2016. Elle dispense des cours d'alphabétisation, facilite l'accès aux services de santé et forme des médiatrices. Et comme nous l'avons vu, elle a aussi pour rôle d'aider à résoudre les conflits liés à l'électricité. Quand ils ont coupé l'électricité, on espérait qu'ils allaient la rétablir. Il y a 1200 enfants qui vivent ici et ils souffrent. L'organisation intervient également dans le cadre des expulsions qui ont commencé il y a 5 ans. Et pour cela, Aura et Lubna s'appuient elles aussi sur le fameux pacte régional. Le pacte régional garantit le respect des droits élémentaires, mais il n'est pas appliqué. Les montagnes de terre, les coupures de courant, c'est un peu comme si on poussait les familles dehors. Résultat, ces familles, il va falloir leur procurer des logements sociaux. Et ça va coûter de l'argent. Du coup, je ne vois pas très bien ce qu'ils y gagnent à nous mettre dehors. Outre les manœuvres d'incitation au départ, la plupart des familles délogées ne reçoivent ni préavis ni proposition de relogement. Pour Aura Morales, il s'agit d'une stratégie délibérée du gouvernement visant à éviter les troubles. Mais pour elle, c'est contre-productif, car ces méthodes imprévisibles ne font qu'attiser l'angoisse des résidents. Si on ne les informe pas, on les abandonne. Pour moi, c'est de la maltraitance institutionnelle. Ils sont délaissés, ils sont maintenus dans l'obscurité la plus totale. Bref, ils ne sont pas accompagnés à un moment important et décisif de leur vie. Erika Fernandez, 17 ans, vit dans le secteur 6 avec la famille de son mari. Son cas illustre parfaitement la situation que décrit Aura. Elle fait partie de la communauté des Roms et Sinti, que l'on appelle ici les Gitans. Et elle le sait, sa maison est vouée à être rasée. On ne sait rien. Ils ne nous disent rien. Je vis dans l'angoisse permanente de voir les pelleteuses débarquer. Évidemment, j'ai peur. À tout moment, ils peuvent venir avec une lettre et nous expulser. On verra, mais ça finira bien par arriver. Erika vit depuis seulement 3 ans ici. Comme elle nous le montre, sa petite habitation en tôle ondulée est très humide en hiver. La jeune femme est enceinte de 7 mois. J'ai toujours mal au crâne. Moi, je suis habituée, mais j'ai peur pour mon bébé. Erika a déjà fait une fausse couche et sa première fille est décédée peu après la naissance. Pour la jeune femme, c'est une fuite du générateur alimentant la maison familiale qui est en cause. L'essence s'est accumulée devant la porte et mélangée aux spores de moisissure en suspension dans l'air. Elle est morte au bout de 2 mois. Elle voulait vivre, mais elle n'en avait pas la force. Ses poumons, son cœur et sa tête étaient touchés. Ce n'est pas étonnant. J'ai respiré tellement de vapeur d'essence que j'ai failli mourir d'étouffement. Et quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit que j'étais intoxiquée. Teresa, sa belle-sœur, vit à quelques mètres d'ici avec ses 3 enfants. Pour elle, c'est une aberration. Contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics, les besoins élémentaires de ces enfants ne sont pas satisfaits. Et l'écart avec ceux qui grandissent dans le centre-ville est choquant. Ils ont de l'électricité, ils dorment bien et mangent normalement, pas les miens. Teresa et Erika ne savent ni l'une ni l'autre si leur famille sera relogée. Pour l'instant, elles n'entrevoient aucune autre solution. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Sous un pont, avec mes 3 enfants? Le petit risque de mourir et on ne fait rien. Même si Erika se sent chez elle à la Cañada, elle a hâte de partir. Moi, ça me fait rien de vivre ici. Mais avec un bébé, je pourrais peut-être aller vivre chez un membre de ma famille. Hélas, ses proches ne sont pas mieux logés qu'elle. Alors son avenir et celui des siens restent incertains. Entre harcèlement et incertitude sur l'avenir, les résidents de la Cañada descendent de plus en plus souvent dans la rue pour faire entendre leur voix.
Le 15 décembre dernier, ils manifestaient devant le Parlement régional. Ils sont venus des 4 coins du bidonville. Juan Vilches et Saïd Baboua étaient de la partie. Entre voisins, il faut se serrer les coudes. Là, c'est pour le courant, mais on s'entraide aussi pour le reste. C'est aujourd'hui que l'ultimatum du Conseil européen expire. L'Espagne doit garantir à ses habitants un accès à l'électricité. Plus de 50 personnes sont venues réclamer que ce droit soit respecté. On verra ce que dit le tribunal. On a porté plainte. Maintenant, c'est entre les mains du juge. Ils veulent peut-être qu'on se fasse justice nous-mêmes. Mais il n'en est pas question. Il y a des lois, on les respecte et ils doivent les respecter eux aussi. Tout ce qu'on veut, c'est vivre en paix. À l'intérieur, les discussions ont duré jusque tard dans la soirée. Mais sur le terrain, cela n'a pas changé grand-chose. Plusieurs mois se sont écoulés, mais le courant n'a pas été rétabli et les promoteurs n'ont pas cessé de déverser du sable aux abords des habitations. Saïd n'a toujours pas été recontacté par les pouvoirs publics. Alors il continue à vivre ici tant bien que mal, faute de mieux. Je suis très pessimiste, mais je continuerai à me battre pour ma famille. Je n'arrêterai pas tant qu'on n'aura pas obtenu gain de cause. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Après plus d'un demi-siècle d'existence, le plus grand bidonville d'Europe occidentale se vide peu à peu de ses habitants, chassés de chez eux, tandis que quelques kilomètres plus loin, des immeubles d'habitation flambant neufs sortent de terre.